Paolo Violi était un mafieux italo-canadien et capo decina de la famille Cotroni de Montréal. Violi est né à Sinopoli en Calabre le 6 février 1931. Il est issu d'une famille mafieuse. Son père Domenico Violi était le chef du clan 'Ndrangheta Violi à Sinopoli. Violi a immigré dans le sud de l'Ontario en 1951. Le 24 mai 1955, il a abattu Natal Brigante à Toronto, mais a été blessé au couteau par ce dernier. Accusé d'homicide involontaire devant un tribunal, il a été acquitté invoquant la légitime défense et présentant sa blessure comme preuve. Lors de son procès, Violi a affirmé que lui et Brigante étaient proxénètes et que le conflit ayant conduit au meurtre concernait le contrôle d'une prostituée. Cependant, il est largement admis que Brigante a été tué dans le cadre d'une vendetta. Violi a obtenu la citoyenneté canadienne en 1956 et au début des années 60, il dirigeait un trafic d'alcool illégal entre l'Ontario et le Québec. Il s'est associé à Giacomo Lupino, chef de la famille Lupino à Hamilton, mais a déménagé à Montréal en 1963 sur ordre de Lupino pour éviter des conflits avec un autre mafieux de Hamilton, Johnny Papalia. Le 10 juillet 1965, Violi a épousé Grazia Lupino, la fille de Giacomo à Hamilton. Vincenzo Vic Cotroni, chef de la famille Cotroni, était le témoin principal au mariage. Cotroni a également été le parrain de l'un des enfants de Violi, tandis que Papalia et Paul Volpe ont été parrains des autres. L'influence de Violi s'est encore accrue grâce à une alliance avec la famille Comisso, après que les frères Comisso aient épousé une autre fille de Lupino. Au Québec, Violi a ouvert le Regio Bar à Saint-Léonard au milieu des années 60, qu'il a utilisé comme base pour des activités d'extorsion. Stefano Magadino, le chef de la famille de Buffalo, voyant Violi une tête de pont pour conquérir Montréal face à la famille rivale Bonanno. Violi, étroitement lié à Frank Cotroni, était surnommé le Don de Saint-Léonard. Dans les années 60 et 70, Vic Cotroni utilisait William Moby O'Brant pour superviser un réseau de paris sportifs dans la région d'Ottawa-Hull, générant environ 50 000 $ de mise par jour, dont 25% revenaient à Violi. Obi, principal banquier et conseiller financier de Cotroni, était chargé de blanchir l'argent. Pour l'Expo 67 de Montréal, O'Brant a également aidé les Cotroni à obtenir le contrat de fourniture de viande et de distributeur automatique, bien que la plupart de la viande se soit révélée invariée. Violi se voyait comme le futur chef de la famille Cotroni et se moquait en privé de Cotroni, qu'il considérait comme un leader faible. L'approche arrogante et irrévérencieuse de Violi, ainsi que son manque de respect envers ses aînés, ne lui ont pas valu d'amis dans le milieu criminel. Au début des années 70, Vic Cotroni délégua les activités quotidiennes de sa famille à son compatriote calabré Paolo Violi, aux côtés de Nicolas Di Iorio, Frank Cotroni et Luigi Greco. Le rôle de Cotroni devient alors plus celui d'un conseiller pour le jeune Calabrais. Luigi Greco, chef de la faction sicilienne de la famille, conserva son poste jusqu'à sa mort en 1972. En décembre 1970, le Regio Bar de Violi fut mis sur écoute par Robert Ménard, un policier infiltré utilisant le pseudonyme de Robert Wilson. Sous couverture, Ménard loua un appartement au-dessus du bar pendant plusieurs années. Initialement prévu pour une mission de 3 mois, il travailla finalement sous couverture pendant environ 5 ans, récoltant des preuves qui furent utilisées dans des affaires ultérieures. Ménard, sous son identité de Wilson, parla peu à Violi pendant les 2 premières années où il fut son locataire. Il fut surpris lorsque Violi l'invita un jour à discuter autour d'une pizza et d'un verre de vin. Ménard décrivit Violi comme appartenant à une classe supérieure de criminels par rapport aux braqueurs de banque québécois. Selon lui, les yeux de Violi reflétaient l'intelligence et l'impitoyabilité totale. Ménard expliqua « Paolo tuerait mais de manière beaucoup plus intelligente. Les braqueurs québécois tuent sans discernement, sans raison, alors que Paolo tuerait si nécessaire, pour le pouvoir, la position et les avantages. » Ménard échangeait souvent avec Violi le samedi matin autour de plusieurs cafés. Ménard se souvient que des gens allaient parfois lui baiser la main. Il était respecté comme un parrain. Le Regio Bar recevait un flot constant de visiteurs, principalement en provenance de New York et de Hamilton. Il y avait toujours de grosses voitures des États-Unis ou d'ailleurs. C'était comme un défilé ou un cabinet médical avec des patients. Paolo recevait l'après-midi, puis les visiteurs repartaient. Violi était vu comme un leader au sein de la communauté italo-canadienne de Montréal. Il jouait les rôles de banquier, juge et médiateur communautaire. Connu pour ouvrir des glaces gratuites aux enfants au Regio Bar, il interdisait qu'on joue devant eux. Cependant, sa générosité avait un but intéressé. Chaque service rendu, qu'il s'agisse d'un prêt ou de la résolution d'un conflit, impliquait une dette morale à son égard. Ménard fut surpris lorsqu'un propriétaire de pizzeria, l'ayant vu parler à Violi, refusa de le faire payer pour sa commande, expliquant que tout ami de Violi avait le droit à des pizzas gratuites à vie dans son établissement. Au début de juillet 1973, Paolo Violi se rendit en Italie pour une visite prolongée à son cousin germain et ami d'enfance Domenico Barbino.
Plus tard ce mois-là, John Paul Getty III, surnommé le hippie doré, fut kidnappé. Petit-fils de l'homme le plus riche du monde à l'époque, le magnat du pétrole Jean-Paul Getty, il fut libéré après que sa famille eut payé une rançon de 17 millions de dollars. Domenico Barbino, impliqué dans l'enlèvement, passa de nombreux appels à Violi à Montréal, ce qui laisse supposer que Violi joua un rôle dans l'affaire. Violi aurait blanchi l'argent de la rançon en l'investissant à Montréal. Le 10 juillet 1973, le gang de motards Popeyes tua Mario Ciambrone et Salvatore Sergi, 2 membres de la famille Cotroni, pour leur avoir vendu de l'héroïne de mauvaise qualité à un prix élevé. Le 31 juillet 1973, Violi rencontra Frank Cotroni, qui qualifia les Popeyes de fous. Il convaincut que Frank gérerait les motards tandis que Violi s'occuperait d'Angelo Facchino, le revendeur intermédiaire. Le 2 septembre 1973, Facchino fut tué alors qu'il marchait dans la rue. Violi fut exaspéré par la lenteur de Frank à organiser une attaque contre les motards, car ce dernier craignait de blesser des passants innocents. Dans une conversation enregistrée par la police, Violi déclara « Il aurait dû entrer dans le club, client ou pas, aligner tout le monde contre le mur et ratatatata ». Le 14 septembre 1973, un Picciotto de la famille Cotroni, Tony Di Genova, fut tué par les Popeyes, provoquant des appels au sein de la famille pour en finir une fois pour toutes avec les Français. Lors d'une réunion à l'hôtel Windsor à laquelle assistèrent Violi, Vic Cotroni et Joe Di Molo, il fut décidé de mettre fin à la guerre avec les Popeyes, jugés néfastes pour les affaires. Bien que Violi ait soutenu cette décision, il continua à critiquer Frank Cotroni pour ne pas avoir massacré les Popeyes. Le 20 août 1973, Natal Joe Diamond Evola, chef de la famille Bonanno, mourut d'un cancer. Violi se rendit à New York pour participer à l'élection du nouveau chef et se réjouit de la victoire de son candidat, Philippe Rusty Rastelli. Ce dernier promit d'envoyer davantage d'hommes à Montréal pour remplacer ceux emprisonnés, renforçant ainsi la confiance de Violi. En 1973, une lutte de pouvoir éclata entre les factions calabraises et siciliennes de la famille. Violi se plaignait de l'autonomie des membres siciliens, en particulier de Niccolo Rizzuto. Il déclara « Il va d'un côté à l'autre, ici, là, et il ne dit rien à personne. Il fait des affaires et personne ne sait rien. » Violi demanda davantage de soldats à ses supérieurs des Bonanno, se préparant clairement à une guerre. Paolo sollicita la permission des chefs de New York pour éliminer Rizzuto, mais sa demande fut refusée. En 1974, Paolo Violi et Frank Cotroni furent enregistrés sur écoute téléphonique, menaçant de tuer le mafieux de Hamilton, Johnny Papaglia, et lui réclamant 150 000 $. Papaglia avait utilisé leur nom dans un complot d'extorsion de 300 000 $ sans les informer ni partager le butin. Les 3 hommes furent condamnés pour extorsion en 1975 et écopèrent de 6 ans de prison. Violi et Cotroni obtiennent une réduction de peine à 6 mois en appel, mais l'appel de Papaglia fut rejeté. L'année suivante, Violi fut arrêté pour comparaître devant la commission d'enquête sur le crime organisé du gouvernement québécois. Refusant de collaborer, il fut condamné à 1 an de prison pour outrage. Les témoignages entendus lors des audiences portèrent un coup sévère à la réputation de Violi. Un homme d'affaires montréalais, Mauro Marchettini, déclare que Francesco Violi, le frère cadet de Paolo, avait menacé sa vie pour avoir ouvert une salle de billard près du Reggio Bar, propriété de Violi. Mauro finit par vendre son commerce à un associé de Violi qui le ferma immédiatement. Un autre homme d'affaires italien, témoignage masqué pour préserver son anonymat, raconta qu'il avait été forcé sous la menace d'une arme à descendre dans le sous-sol du Reggio Bar pour rencontrer Violi. Il déclara « Paolo avait un cigare à la bouche et il m'a dit « Signe ». J'ai pleuré comme un enfant. J'avais travaillé 15 ans sur mon commerce et ils ont tout mangé. Les paiements de protection ruinèrent son entreprise et le menèrent à la faillite. » Lino Simiglia, un autre immigrant italien, témoigna que Violi l'avait forcé à payer 1 000 $ par an pour sa protection. Pour Noël 71, Violi l'appela et exigea un cadeau en liquide de 1 000 $. Lino expliqua que son commerce ne marchait pas bien et qu'il ne pouvait ni rembourser ses dettes ni acheter de cadeaux de Noël pour sa famille. Peter Bianco, un soldat de Violi, ayant décidé de collaborer avec la justice, témoigna également contre son ancien patron. Bianco révéla que son activité principale consistait à voler les cadeaux de mariage, précisant « Nous ciblons surtout les mariages italiens. Nous vidions les maisons pendant que les gens étaient à l'église. » Une écoute téléphonique appuya son témoignage. Violi y qualifiait Bianco et son complice Tony Teoli de 2 bons à rien, qui n'avaient volé que des trucs bon marché. Un autre élément de preuve révélé lors des auditions fut un enregistrement téléphonique entre Violi et Cotroni, datant de 1973. Dans cet appel, Violi hilar confessait en toute tranquillité une tentative de meurtre, déclarant à son patron « Je lui ai tiré dessus 3 fois. Les journaux n'ont pas dit ça, mais je te le dis, c'est moi avec un autre soldat qui sommes allés dans l'appartement. Il dormait et boum boum,
Je l'ai abattu 3 fois. Son seul regret, n'avoir pas tué l'homme. Toutefois, il se consola en se disant qu'il restera handicapé. C'est pire que la mort, dit-il. Violi poursuivit en se plaignant que son pistolet 9 mm n'était pas assez puissant à son goût et qu'il souhaiterait un revolver de calibre 22 pour la prochaine fois. Violi était un vantard qui revendiquait des crimes commis par d'autres et prétendait que la police savait que cette tentative de meurtre était l'œuvre de quelqu'un d'autre. L'enregistrement mettait Violi dans un dilemme. Avouer une tentative de meurtre ou admettre qu'il avait menti à son patron, ce qui était une grave offense selon le code de la mafia. Lors de son témoignage, Violi choisit la première option, confirmant qu'il avait effectivement tiré sur l'homme. Une des écoutes de Ménard montra également que Violi prétendait qu'il dirigeait directement 25 membres de la famille Cotroni et qu'il avait environ 1000 hommes sous son commandement. Un autre témoin témoigna que Violi était un dieu tout-puissant. Paolo Violi, c'est 1000 hommes, déclare-t-il. Une autre écoute, réalisée par Ménard le 5 décembre 1973, montrait que Violi était convaincu que son bureau n'était pas surveillé. Avec mépris, il se moqua de l'enquête, disant « Ils courent partout, ils se mêlent de tout, et leurs couilles sont dans un bouleversement parce qu'ils ne savent rien. » En écoutant les enregistrements pendant l'enquête, Violi resta silencieux, l'air abattu et stupéfait. Lors de son propre témoignage, Violi se présenta comme une victime et refusa de répondre de manière substantielle aux questions des commissaires. Lorsqu'il fut condamné pour outrage, il déclara « Je ne refuse pas de témoigner, mais je n'ai absolument rien à dire à ce tribunal. » Les auditions détruisèrent la réputation de Violi et ouvrirent la voie à son assassinat. Les enregistrements effectués par la police dans lesquels Violi se vantait avec une arrogance démesurée qu'il était impossible pour les autorités de l'écouter le faisaient passer pour un idiot. De plus, ces écoutes révélaient les remarques méprisantes et insultantes qu'il faisait à l'égard de ses supérieurs à Montréal et à New York, ce qui nuisit gravement à son image. Peter Edwards, le journaliste spécialisé dans le crime de Toronto Star, écrivit « Les conversations interceptées ont montré que Violi ne répondait pas aux normes traditionnelles de leadership de la mafia. Il était clairement un vantard et manquait de discrétion. Peut-être pire encore, il s'est révélé être un petit criminel qui n'hésitait pas à faire voler ses soldats lors de mariages dans le quartier de Little Italy, privant ainsi les enfants de Saint-Léonard dans leur cadeau de Noël. » Le journaliste Jerry Langton ajouta que les enregistrements de Ménard avaient détruit la réputation de Violi dans le milieu criminel, faisant de lui, aux yeux de nombreux, l'équivalent d'un rat par incompétence. Rizzuto et Violi se seraient rencontrés en personne pour tenter de résoudre leurs différends. Mais les négociations échouèrent et la majorité de la famille Rizzuto fuya à destination du Venezuela. Cela mena à une guerre de gang à Montréal qui débuta avec le meurtre du conseiller de Violi, Pietro Chiara, le jour de la Saint-Valentin en 1976. Moins d'un an plus tard, le 8 février 1977, Francesco Violi, le frère cadet de Paolo et homme de main de la famille, fut tué. Peu après sa libération d'une brève peine de prison en rapport avec les deux auditions, Violi vendit son bar aux frères Vincenzo et Giuseppe Rondici, et le nom du bar fut changé pour Bar Jean Talon. Moins d'un an après le meurtre de Francesco Violi, le 22 janvier 1978, Paolo Violi fut abattu dans le bar Jean Talon après avoir été invité à jouer aux cartes par Vincenzo. Alors que Violi jouait, deux hommes portant des masques de ski pénétrèrent dans l'établissement, l'un hurlant tout le monde à terre, tandis que l'autre se précipitait sur Violi pour lui tirer dessus. L'arme du crime était un fusil Zardini, un type rare de fusil fabriqué à la main dans le village de Zardini, en Italie, qui nécessite des plombs plus gros que ceux utilisés pour les fusils de chasse standards. La caractéristique la plus distincte du fusil Zardini est que ces deux canons ne sont pas placés horizontalement comme c'est habituellement le cas, mais verticalement, ce qui rend ce fusil facilement reconnaissable. Le fusil Zardini est un fusil coûteux souvent utilisé dans les meurtres liés à la mafia. Il reste flou pourquoi ce fusil Zardini a été choisi comme arme du crime plutôt qu'un fusil de chasse normal, facilement disponible en Amérique du Nord. La théorie la plus populaire est que la Lupara Zardini est associée à la mafia sicilienne, et c'est ainsi pour les Siciliens de la famille Rizzuto une manière indirecte de revendiquer le meurtre de Violi. Les funérailles de Violi eurent lieu 5 jours plus tard à l'église Madonna della Difesa, et il fut enterré au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. En signe de désaveu, seuls quelques gangsters assistèrent aux funérailles. Le beau-père de Violi, Giacomo Lupino de Hamilton, avec Michele Mike Racco de Toronto et Frank Silvestro de Guelph, furent les seuls mafieux non montréalais à faire le déplacement pour assister aux funérailles. Aucun mafieux de New York ne se rendit aux funérailles, bien que Carmine Galante envoya une couronne de fleurs. Bien que Niccolo Rizzuto se trouvait au Venezuela au moment du meurtre de Violi, son beau-frère Domenico Mano joua un rôle majeur dans le meurtre.
apparemment sur les ordres de Rizzuto. Les 3 tueurs à gages responsables de la mort de Violi, Agostino Cuntrera, Giovanni Di Mora et Domenico Mano, plaidèrent coupables de complot en vue de tuer Violi, après que la couronne eut abandonné les charges de meurtre au premier degré contre eux, dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Cuntrera, Mano et Di Mora observèrent l'omerta et refusèrent de révéler qui les avait engagés, mais la police avait noté que ces 3 hommes parlaient fréquemment avec Niccolo Rizzuto. Dans un éditorial, le Montréal Gazette condamna ces accords de plaidoyer en déclarant « Permettre à des individus de s'en sortir avec une punition aussi légère. Un terme de 7 ans, un prisonnier étant éligible à la libération conditionnelle après 2 ans, revient presque à cautionner la planification d'exécution. Tout au long de sa vie d'adulte, Paolo Violi a travaillé à saper le respect de la loi. Maintenant, même dans la mort, il semblerait qu'il ait accompli la même chose. » Mano reçut une sentence de 7 ans après avoir plaidé coupable de complot pour tuer Violi. L'ami de Rizzuto, Agostino Cuntrera, fut également poursuivi et reçut une sentence de 5 ans en rapport avec le meurtre de Violi. La guerre des gangs se termina le 17 octobre 1980, lorsque Rocco Violi, le dernier des frères Violi, était assis à la table de sa cuisine chez lui à Montréal pour un repas en famille, lorsqu'une seule balle d'un fusil sniper le tua sur le coup. Cotroni mourut d'un cancer le 16 septembre 1984. Au milieu des années 80, la famille Rizzuto devient la famille dominante de Montréal après la fin de la guerre de territoire. Après la mort de Paolo Violi, sa veuve et ses 2 fils, Domenico et Giuseppe, déménagèrent à Hamilton, une région contrôlée par la famille Bifalo et les familles Drangheta. Un rapport de la police de Halton en 2002 suggérait que les frères Violi étaient affiliés à la famille Lupino-Violi de Hamilton, fondée par leur grand-père Giacomo Lupino. Domenico Violi devient par la suite le sous-boss de la famille Buffalo en 2017, devenant ainsi le premier Canadien à occuper le 2e poste le plus élevé de la mafia américaine.